Et donc je suis vraiment très très content. Ça te va là? Tu nous dis, autrement moi je fais le type qui tient la lumière. Donc nous sommes très contents d'avoir sa présence aujourd'hui pour le forum. Donc il y a 2 forums, enfin vous voyez le style de la journée, c'est vraiment bien. Pierre. Merci beaucoup. Là, au moins, tu es sûr que le public, il est là pour toi. Ouais. Merci Hervé. Merci à vous d'avoir insisté pour que nous nous déplacions et d'être là. Pas sans effet sur mon émotion. Alors, je vais, quand Hervé m'a invité, il fallait faire une prise de parole rapide pour éviter d'avoir des choses à dire qui seraient trop improvisées. Ça suffit, ça? C'est parfait. Un jour, il y a des années maintenant, j'ai lu une phrase stupéfiante. Cette phrase figurait dans un livre de philosophie. À l'époque, encore lycéen, je n'étais pas sûr de toujours bien saisir ce qui était écrit dans ce genre d'ouvrage. Mais lire était en soi un événement. Je sentais que quelque chose s'accordait à mon être en le désaccordant du monde que par ailleurs il subissait. Je lisais pour m'alléger. Je lisais comme on dévale une pente. Je m'aperçois aujourd'hui que mon acte de lecture ressemblait en son ordre à celui de Mouchette, cette gamine au destin bouleversant filmé par Bresson. Je n'ai pas cessé depuis de voir ce corps menu s'enroulant sur lui-même plusieurs fois de suite, dégringolant dans le fouillis en noir et blanc des herbes du talus, avant de s'immobiliser in extremis au bord de la rivière. Oui, je lisais façon Mouchette. Comptez alors moins ce que je pouvais comprendre de ces lignes, de ces pages, que l'effet que produisait sur moi tout ce qui m'en échappait. Valait plus à mes yeux la folie du dévalement que la peur de sombrer dans une eau très profonde. Reste que cette phrase-là, je l'ai comprise aussitôt. Quelques années plus tard, 2 ou 3, guère plus, j'ai vu un film. J'aimais beaucoup le cinéma et je découvrais avec passion les livres des philosophes qui allaient m'accompagner et qui, depuis, l'ont fait. Les choses étaient liées. Les prestiges, la magie du premier m'attirait dans une cave de velours rouge, une caverne, tandis que la lecture des seconds m'incitait à examiner pourquoi j'aimais tellement y aller. Était en jeu ici et là, je le pressentais, l'exposition d'une vérité nouvelle sous le rapport d'une lumière et d'une durée que j'apprenais à reconnaître pour les faire miennes. Si je dis ce soir qu'une scène de ce film m'a chaviré, je me tiens néanmoins encore sur le bord de cette vérité. Il me faut par conséquent en dire davantage. Lorsque j'ai vu la scène en question, en réalité c'est le film tout entier qui se condensait en quelques plans, mais soudain apparut qu'elle s'enveloppait dans la phrase lue auparavant. Une phrase de philosophie n'est pas plus paraphrasable qu'un théorème de mathématiques. Elle n'est pas plus qu'un poème qui dit, aux mots et au silence près, ce qu'une langue pensive lui fait dire, si bien qu'on devrait le plus souvent se contenter de la citer. Ce serait déjà bien. De la ruminer, comme dirait Nietzsche, ce serait mieux. Éventuellement de la commenter, c'est-à-dire à la lettre, de penser avec elle. Je ne la commenterai pas ici, faute de temps,
mais la citerai bientôt. Avant cela, je voudrais raconter brièvement la scène du film. Nous sommes à Rome, le 8 mai 1938. Les images d'archives nous rappellent que ce jour-là, Hitler rencontre Mussolini et qu'à cette occasion, une cérémonie officielle doit avoir lieu. Elle rassemblera un peuple. En vérité, l'effet d'une fiction performative, avec l'emphase qu'on sait. Comprenons bien ce qui se passe. L'arrivée du Führer et de sa clique implique ipso facto que tous les corps vivants, des femmes et des hommes, se rejoignent sous le ciel romain pour célébrer l'événement. Les maisons, les appartements vont ainsi se vider provisoirement de leurs habitants pour la bonne raison que la désertion de la sphère privée est la condition de l'esthétisation de l'espace public. Chacun se doit donc d'y être. Chacun doit y voir ce qui sera montré, écouter ce qui sera déclaré, hurlé, amplifié. Chacun doit aussi y être vu, et ce faisant, connaître l'exaltation mimétique que suppose le culte partagé de la force et de l'ordre, tel que les chefs de meute savent le mettre en intrigue en le dramatisant. J'en viens maintenant à la scène. Pour cela, doivent apparaître le corps d'une femme et celui d'un homme. Deux corps soustraits à l'injonction générale qui marque cette journée. Sans se connaître, ces deux-là vivent dans le même immeuble. La femme s'appelle Antonietta, l'homme Gabriele. Elle est l'épouse d'un admirateur ordinaire du Duce et la mère dévouée de 6 enfants. Lui, Gabriele, est un intellectuel. Il y a peu, il travaillait encore à la radio avant d'en être exclu à cause de son homosexualité. Aujourd'hui, ni elle ni lui ne vont assister à la parade militaire. Restée seule à la maison, puisqu'à jamais requise par les tâches ménagères, elle n'ira pas. Lui non plus n'ira pas, pour des raisons qu'on imagine. Antonietta est une femme simple. Elle est filmée ici, vêtue d'une blouse, un oiseau dans les mains. En caressant le plumage de l'animal, elle cache comme elle peut son embarras d'être en présence de Gabriele, l'homme distingué, bien élevé, qui de son côté converse au téléphone. Combiné raccroché, l'homme se retourne, l'air préoccupé. Lorsque l'idée lui vient saugrenue, magnifique, d'enseigner à cette femme très belle, un peu triste, une danse. Voilà qu'il esquisse déjà quelque part. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Miracle du cinéma, avant même d'être engagé par ce duo improvisé, les pas tracés à la craie sont visibles sur le sol du salon. Tre, due, uno. Tre, due, uno. Tre, due, une. Voilà qu'il prend maintenant le bras de la femme, qu'il l'invite à le suivre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma che stiamo facendo? Demande la femme timide, empruntée, qui ne sait pas danser, qui cache à la va-vite son bas troué dans sa pantoufle, que nul n'a sans doute regardé comme le fait à présent cet homme doux et joueur. La rumba, répond Gabriele. La rumba. Pendant quelques minutes,
au son d'un disque posé sur le gramophone, l'innocence joyeuse d'un couple d'inconnus qui dansent vient d'anéantir la mise au pas commandée par l'histoire. Lorsque j'ai vu cette scène, lorsqu'à l'écran se sont mis à danser les corps vivants et si beaux d'Antonietta et de Gabriele, tandis qu'en ville tous les autres acclamaient les tyrans, la phrase que j'avais lue m'est revenue. Elle trouvait tout à coup une résonance inattendue. Au son de cette rumba, elle renforçait cette puissance qui m'avait, je l'ai dit, sidéré dès la première lecture. Il me faut maintenant citer la phrase. Vous verrez comme moi qu'elle est aussi éclairante que redoutable de vérité. Vous verrez comme moi que sa portée reste inentamée. La voici. Hitler faisait bander les fascistes. Les drapeaux, les nations, les armées, les banques font bander beaucoup de gens. Cette phrase est de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. On la trouve à la page 352 de ce premier livre écrit à quatre mains par deux penseurs majeurs de notre temps et publié en 1972, l'Anti-Oedipe. Il est hors de question de se demander, précisément parce que nous les aimons, ce qui, pour leur part, fait bander les deux personnages d'une journée particulière, le film d'Ettore Scola que j'évoque ce soir. Il est hors de question de se le demander car il en va de leur liberté et en retour de la nôtre. Pour autant, je sais, nous savons, nous qui les avons vus danser et rire, nous qui les avons vus vivre des moments d'une tendresse inouïe et paradoxale. Inouïe, car paradoxale, que ce n'est pas, que ça ne peut pas être ce pantin criminel qui a pour nom Hitler. Que faire désormais de ce montage qui fait se rencontrer une phrase de philosophie et un plan de cinéma? Difficile de répondre en deux mots, sinon qu'il faut peut-être au moins se demander enfin, je veux dire sérieusement, ne serait-ce que pour débrouiller un tant soit peu cette affaire effroyable de tentation fasciste chronique. Bref, pour comprendre ce que par nature une campagne électorale met de côté, ce qui peut bien faire bander les fascistes. S'il s'agit de saisir l'adhésion des plus démunis, il va de soi qu'on ne tient pas pour rien les déterminations conjoncturelles. Le fascisme se nourrit toujours de la misère économique, sociale et symbolique. Mais reprenant ici la distinction précieuse entre cause et raison, on doit voir dans ces déterminations de simples causes, en tant qu'elles produisent des effets, non ce qui permet de rendre compte en vérité de la dite adhésion. Cerner les raisons de celle-ci supposerait plutôt de se demander pourquoi. Pourquoi, dans la manifestation ostentatoire d'une violence haineuse et régressive, dans l'usage délétère du langage, le désir de l'humain peut se perdre à ce point qu'il croit, ici, trouver son bien. Se demander en somme, pourquoi, au lieu d'opter pour l'aventure d'une existence qui se construit infiniment, le désir d'un sujet, celui d'une foule, se met à lorgner
vers la mort et simultanément à tirer de ce vautrer dans le fini une jouissance étrange, une jouissance létale, celle des êtres qui choisissent justement de n'être plus, sauf à célébrer la haine, à œuvrer pour la mort, celle des autres, de tous les autres qu'ils ne sont pas, qu'ils ne supportent pas de savoir en vie, et, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, d'avoir toujours déjà ainsi loué leur propre mort. Je crois qu'il est salutaire de se poser ces questions-là. Oui. Il est temps de le faire en gardant à l'esprit ces mots qu'écrivait Pier Paolo Pasolini à la fin de sa vie. Je le cite, c'est dans les écrits corsaires. Nous n'avons rien fait pour qu'il n'y ait pas de fascistes. Nous les avons seulement condamnés en flattant notre conscience avec notre indignation. Plus forte et impertinente était notre indignation, plus tranquille serait notre conscience.